Mon fils assistait à la lecture du testament avec un sourire suffisant, convaincu que je ne toucherais rien aux 34 millions de dollars d'héritage de sa mère. Mais dès que l'avocat a lu une seule phrase, tout a basculé. Le sourire de Dustin a disparu et il s'est mis à crier si fort que les murs du bureau ont tremblé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous écoutez dans les commentaires. La tasse à café m'a glissé des doigts et s'est brisée contre le sol en linoléum tandis que la voix de Madame Henderson s'élevait à travers le mince mur de l'appartement. Tes foutus arroseurs inondent encore mes toilettes, j'ai ri. J'ai attrapé un torchon et me suis agenouillé parmi les tessons de céramique. J'avais 65 ans et je continuais à nettoyer des dégâts qui n'étaient pas entièrement de ma faute. Le système d'arrosage automatique que j'avais installé le mois dernier avait un joint desserré qui envoyait de l'eau en cascade par-dessus la limite de propriété tous les 3 jours. J'ai essayé d'expliquer le calendrier des réparations à ma voisine, mais la patience n'était pas le point fort d'Eleanor Henderson. Le téléphone a sonné. Je l'ignorais, concentré sur l'aspiration de la flaque de café qui s'étendait. La machine allait la capter, mais la sonnerie persista, coupant court aux cris incessants d'Eleanor, à côté. Une histoire de valeurs immobilières et de locataires indélicats. À la 5e sonnerie, je me levai et jetai la serviette trempée dans l'évier. Jerry Flore à l'appareil. Monsieur Flore. Ici Janet Morrison, de Morrison Welch & Associates à Cheyenne. La voix de femme avait ce ton prudent et professionnel que j'avais appris à reconnaître au fil des ans, celui qui préfigure les mauvaises nouvelles. J'appelle au sujet de Brianna Elizabeth Flore. Ma main se serra sur le combiné. Personne n'avait appelé Brianna par son nom complet en ma présence depuis 15 ans. Et elle? Monsieur, je suis au regret de vous annoncer le décès de Madame Flore mardi soir. Les obsèques sont prévues ce vendredi à 14 h à la chapelle commémorative Riverside. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Je m'enfonçai dans la chaise de la cuisine. Son grincement familier devint soudain trop fort dans le silence qui suivit. Mardi soir. C'était il y a 3 jours. 3 jours pendant lesquels je m'inquiétais des systèmes d'arrosage automatique et des tâches de café. Monsieur Flore, êtes-vous là? Oui, je suis là. Ma voix était étrange, distante. Comment avez-vous eu mon numéro? Votre nom figurait dans les affaires personnelles de Madame Flore comme contact d'urgence. Je crois comprendre que vous aviez déjà été marié. Déjà marié? 22 ans réduit à une note de bas de page. Oui. Nous avons divorcé en 2010. Les mots me vinrent automatiquement. Une mémoire musculaire issue de divers formulaires et demandes au fil des ans. Je vois. Eh bien, il y aura une lecture du testament après la cérémonie. Vous êtes désigné comme bénéficiaire, votre présence serait donc appréciée. Bénéficiaire? Le mot me semblait étranger, impossible. Brianna avait bâti son empire après notre divorce, transformant la petite entreprise de conseil qu'elle avait créée pendant notre mariage en quelque chose que je reconnaissais à peine dans les articles de journaux. Que avait-elle bien pu me laisser? Monsieur Flore, serez-vous présent? Par la fenêtre de la cuisine, je voyais Eleanor Henderson examiner ses béonas trempés, les mains sur les hanches, dans cette posture qui annonçait une nouvelle confrontation. Mais ses plaintes semblaient venir d'un autre monde, étouffées et insignifiantes. La chapelle, dis-je lentement. Laquelle avez-vous dit? Riverside Memorial sur Grant Avenue. La cérémonie commence à 14 h, suivie d'une brève réception. La lecture du testament est prévue à 16h30 dans nos bureaux du centre-ville. Je me suis surpris à hocher la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. J'y serai. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur ma chaise, les yeux rivés sur le téléphone comme s'il allait sonner à nouveau et m'annoncer une nouvelle différente. Les taches de café sur le sol avaient déjà commencé à se fixer. Des cernes sombres qu'il faudrait frotter, mais je ne pouvais pas bouger. Impossible d'accepter le simple fait que Brianna, la vibrante, la têtue, l'impossible Brianna, avait disparu. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant des nuages de poussière qui dansaient comme des souvenirs que j'avais tant essayé d'oublier. Assise là, le nom de Brianna Elizabeth Flore résonnait dans ma tête, chaque syllabe me ramenant en arrière dans le temps, jusqu'à ce que je me retrouve au restaurant Murphy S, par une soirée enneigée de février 1987, à observer une femme en manteau de laine rouge se disputer avec le directeur au sujet de ses pratiques de recrutement. Vous me dites que vous n'accepterez pas les candidatures féminines pour le poste de directeur du week-end parce que les femmes ne supportent pas la pression? Sa voix résonna dans le restaurant presque vide, clair et sans concession. C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue de la semaine. Je m'étais arrêté au milieu d'une bouchée de tarte aux pommes, la fourchette à mi-bouche. La femme s'était légèrement tournée, et je pouvais voir son profil. Pommettes saillantes, mâchoire déterminée, cheveux noirs qui reflétaient la lumière fluorescente. Sa colère était magnifique, et je me suis surpris à espérer que le gérant continuerait à argumenter juste pour l'entendre démonter sa logique. Madame, je ne voulais pas vous offenser. Bien sûr, vous ne vouliez pas vous offenser. Vous vouliez juste faire preuve de discrimination.
Elle sortit une carte de visite de son sac à main et la glissa sur le comptoir. Si vous changez d'avis sur le recrutement basé sur les qualifications plutôt que sur des hypothèses dépassées, appelez-moi. La sonnette de la porte tinta lorsqu'elle partit, et le restaurant me parut plus petit, comme s'il n'y avait plus d'électricité. Je la regardai par la fenêtre monter dans une Honda Civic bleue, remarquant comment elle vérifiait ses rétroviseurs à 2 reprises avant de s'engager dans la circulation. Prudente, méthodique, mais n'ayant pas peur de se battre pour ce qui était juste. Celle-là, c'est un problème, marmonna le gérant assez fort pour que tout le monde l'entende. Je me levai, laissant un billet de 5 $ à côté de ma tarte à moitié mangée. Non, dis-je, me surprenant par ma certitude. C'est extraordinaire. La carte de visite était abandonnée sur le comptoir. Brianna Chen, consultante en affaires. J'avais mémorisé le numéro avant de m'exposer au vent de février. Il m'a fallu 3 jours pour trouver le courage d'appeler. Quand je l'ai enfin fait, elle a répondu à la deuxième sonnerie d'un ton sec. Brianna Chen, voici Jerry Flore. On ne s'est pas rencontrés, mais je vous ai vu au Murphy's dîner vendredi soir. Un silence. L'homme à la tarte aux pommes qui a défendu mon honneur auprès du gérant. Vous avez entendu? J'étais en train de récupérer mes gants dans la voiture. Vous avez laissé un bon pourboire, aussi. J'entendais le sourire dans sa voix. Alors, Jerry Flore, que puis-je faire pour vous? Dîner avec moi dans un endroit meilleur que chez Murphy's? Un autre silence, plus long cette fois. Vous me proposez un rendez-vous ou avez-vous besoin d'un conseil en affaires? Un rendez-vous, sans hésiter. Cependant, si vous avez des conseils pour convaincre de belles femmes de dîner avec des inconnus, je serais ravi de vous entendre. Elle a ri, un vrai rire, pas le son poli que les femmes émettent parfois quand les hommes essaient d'être charmants. Samedi soir, chez Romano's sur 3rd Street, 19h. Elle portait le même manteau rouge pour dîner, mais en dessous, une robe noire qui me faisait battre le cœur. Nous avons parlé pendant 3 heures de tout sauf des affaires, de son enfance en Californie, de mon travail à la centrale électrique, de notre passion commune pour les vieux films et les livres plus récents. Quand elle a ri en apprenant que j'avais accidentellement inondé mon appartement en essayant de réparer un robinet qui fuyait, j'ai su que j'étais en train de craquer. 6 mois plus tard, je l'ai demandé en mariage dans ce même restaurant, glissant une bague sur le comptoir où elle avait laissé sa carte de visite. Épouse-moi, Brianna Chen. Fais de moi l'homme le plus chanceux du Wyoming. Elle a dit oui avant même que j'aie fini de demander. Le jour de notre mariage, le soleil de septembre brillait, le genre de temps parfait qui rend les promesses possibles. Brianna portait la robe de sa grand-mère, modifiée pour sa petite taille, et tenait à la main des fleurs sauvages que nous avions cueillies le matin même. Mes mains tremblaient lorsque j'ai glissé la bague à son doigt. Pour toujours, murmura-t-elle, et je la crus entièrement. Dustin arriva 2 ans plus tard, un miracle au visage rouge et braillard qui transforma notre maison tranquille en un lieu vivant et déterminé. Je me souviens, debout dans la chambre d'hôpital, regarder Brianna bercer notre fils avec la même détermination farouche qu'elle mettait à tout le reste, et penser que ce moment parfait était tout ce dont j'aurais besoin. Mais même à ce moment-là, tenant ce bébé parfait dans mes bras, je remarquais que le regard de Brianna dérivait parfois vers le magazine économique que quelqu'un avait laissé sur la table de nuit. Mais à mesure que Dustin grandissait, passant du statut de petit enfant à celui d'écolier, j'ai commencé à remarquer des choses qui m'avaient manqué durant ces premières années de bonheur. À 7 ans, Brianna lui acheta un ordinateur. Pas un jouet, mais une vraie machine valant plus que mon salaire mensuel. Il doit comprendre la technologie, expliqua-t-elle en le regardant naviguer dans des programmes dont je n'avais jamais entendu parler. L'avenir appartient aux enfants qui pensent numériquement. J'avais suggéré de lui apprendre à pêcher. Elle avait ri, mais sans gentillesse. Nous avions alors emménagé à Hillrest Avenue, une maison avec 3 salles de bain et un îlot de cuisine plus grand que notre ancien appartement. Le cabinet de conseil de Brianna avait décroché un contrat avec un consortium minier. Et soudain, nous avions de l'argent pour des choses dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin. Une femme de ménage venait 2 fois par semaine. Notre réfrigérateur distribuait des glaçons par la porte. La chambre de Dustin ressemblait à un magasin de jouets. « N'est-ce pas merveilleux ?» demanda Brianna un soir en désignant notre nouvelle salle à manger avec son lustre en cristal et sa table pour 12 convives. « On peut enfin recevoir comme il faut. » Notre vieille table de cuisine, marquée par des années de coloriage de Dustin et nos conversations nocturnes, me manquait. Cette nouvelle table reflétait la lumière comme un miroir, laissant apparaître chaque empreinte digitale, exigeant des dessous de verre et des sets de table. Les réceptions commencèrent presque immédiatement. Des associés, des clients potentiels, d'autres couples prospères dont les conversations tournaient autour des parts de marché et des stratégies d'investissement. Je portais ma plus belle chemise et essayais d'apporter ma contribution, mais les discussions sur les fonds spéculatifs et les restructurations d'entreprises me donnaient l'impression de mal parler une langue étrangère. Jerry travaille à la centrale électrique, expliquait Brianna quand on la questionnait. Et j'entendais quelque chose de nouveau dans sa voix.
Pas de fierté, mais un ton d'excuse, comme si mon travail exigeait une excuse. Dustin s'épanouissait dans ce nouveau monde. À 10 ans, il pouvait discuter programmation informatique avec les clients technophiles de Brianna. À 12 ans, il critiquait les choix de vin dans les restaurants que je ne pouvais pas m'offrir seul. À 14 ans, il levait les yeux au ciel quand je lui suggérais des séjours camping en famille. Il préférait les conférences d'affaires de Brianna à Denver et Salt Lake City. Papa ne comprend pas, devint sa phrase préférée, généralement prononcée avec le soupir exaspéré de quelqu'un bien trop sophistiqué pour les préoccupations banales. La première vraie dispute a eu lieu le jour des 15 ans de Dustin. Brianna avait organisé une fête qui ressemblait davantage à un événement de réseautage d'entreprise. Restauration avec traiteur, animation, liste d'invités remplie de contacts professionnels et de leurs enfants. Je voulais quelque chose de plus simple. Peut-être un barbecue dans notre jardin avec ses camarades de classe. C'est gênant, lui avais-je dit la veille au soir, en regardant les serveurs préparer des compositions florales élaborées. Il a 15 ans, pas 50. Il grandit dans un monde différent du nôtre, j'ai ri. Elle a ajusté une pièce maîtresse avec la même précision qu'elle mettait à négocier des contrats. Ses liens comptent. Ses relations façonneront son avenir. Et si on était juste un enfant? Elle s'est tournée vers moi, et pendant un instant, j'ai lu quelque chose de froid dans son regard. Du calcul là où il y avait de la chaleur. Être juste un enfant est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Le monde est compétitif. Soit on le prépare à gagner, soit on le prépare à perdre. Je repensais à mon propre 15e anniversaire. Pêche avec mon père, gâteau maison, cadeaux emballés dans des bandes dessinées. La simplicité avait été parfaite. La fête avait été un succès selon les critères de Brianna. Dustin avait charmé les adultes, avec leurs enfants, et reçu des cadeaux qui promettaient beaucoup d'argent, ordinateurs portables, vêtements de marque, un VTT valant plus cher que certaines voitures. Mais je l'ai surpris un jour, seul au bord de la piscine, l'air perdu au milieu de cette célébration sophistiquée. « Ça va, mon pote ?» ai-je demandé. Il se redressa brusquement, retrouvant le personnage que Brianna l'avait aidé à façonner. Bien sûr, pourquoi pas? Mais l'espace d'un instant, j'avais vu le petit garçon confus sous toute cette sophistication prématurée, et cela m'avait brisé le cœur. Cette fête marquait le début de la fin, même si je ne l'avais pas reconnu sur le moment. S'ensuivirent 10 années de désastre au ralenti, comme un glissement de terrain observé du bas de la montagne. Inévitable, destructeur et impossible à arrêter. L'entreprise de Brianna accaparait davantage son temps, son attention, son âme. Les dîners de famille du week-end se transformaient en conférences téléphoniques. Les projets de vacances étaient annulés pour des urgences clients. Les événements scolaires de Dustin rivalisaient avec les réunions du conseil d'administration, et ces réunions gagnaient toujours. « Tu ne comprends pas la pression que je subis », disait-elle quand je me plaignais d'avoir encore raté un match de baseball de Dustin. Cette entreprise soutient notre mode de vie. Quelqu'un doit prendre les décisions difficiles. Mais je comprenais la pression, celle qui vient du fait de maintenir un réseau électrique en marche, de s'assurer que des milliers de personnes aient l'électricité lorsqu'elles actionnaient leurs interrupteurs. La différence, c'est que ma pression servait quelque chose de plus grand que moi. À la fin du lycée, Dustin était devenu un inconnu pour moi. Brianna l'avait préparé à devenir son parfait complice, vif, ambitieux, dédaigneux de tout ce qui ne favorisait pas ses perspectives. Quand je lui ai suggéré d'envisager une école de commerce en plus de ses candidatures à l'université, il m'a regardé comme si je lui avais suggéré de devenir un surfeur médiéval. « Papa, c'est exactement le genre de raisonnement qui te freine », a-t-il dit, à 17 ans et déjà à l'oral comme un consultant en affaires. Tu t'es contenté de la médiocrité. Je ne ferai pas cette erreur. Ces mots m'ont frappé comme des coups. Tu t'es contenté de la médiocrité. Comme si 25 ans à subvenir aux besoins de notre communauté ne signifiait rien. Comme si être un père stable et présent était quelque peu honteux. L'université a tout aggravé. Dustin a choisi l'école de commerce, l'alma mater de Brianna, naturellement, et est rentré pour les vacances chargé de théories sur la dynamique des marchés et l'optimisation personnelle. Il regardait notre maison, notre vie, nos valeurs avec un mépris à peine dissimulé. « Tu pourrais faire mieux, papa », disait-il, comme si mon contentement était un échec personnel. Maman est partie de rien et a bâti un empire. Tu as le même travail depuis 20 ans. Certaines choses comptent plus que l'argent, répondais-je, mais il avait déjà arrêté d'écouter. L'explosion finale a eu lieu pendant sa dernière année. Brianna travaillait 100 heures par semaine sur une énorme acquisition. Je m'occupais de tout à la maison, des courses, de la lessive, des tâches banales qui faisaient tourner la vie. Quand elle a manqué la remise des diplômes de Dustin à cause d'un problème client, j'ai enfin dit ce que je construisais depuis des années. Ça suffit, Brianna. La famille doit passer avant tout, parfois. Elle se tenait dans notre cuisine, ce sanctuaire de cristal et de granit dédié au succès, toujours en tailleur à minuit, consultant ses emails sur son téléphone.
Tu n'oserais pas me faire la leçon sur les priorités? Tout ce que nous avons, tout ce que Dustin a accompli, existe grâce à mon travail. Et tout ce que nous avons perdu? Comme quoi? Elle a finalement levé les yeux de son téléphone, sincèrement perplexe. Comme nous, comme être une famille plutôt qu'une entreprise. Elle m'a regardé un long moment, et j'ai lu ma réponse dans ses yeux avant qu'elle ne parle. Nous n'étions plus une famille. Nous étions un accord commercial devenu obsolète. Il est peut-être temps d'arrêter de faire semblant, dit-elle doucement. Le divorce a duré 6 mois. Les avocats de Brianna étaient efficaces, professionnels, mais dévastateurs. J'ai obtenu la maison de Maple Street, notre ancienne maison de départ qu'elle avait conservée comme location, et assez d'argent pour vivre modestement. Elle a obtenu tout le reste, y compris la loyauté inconditionnelle de Dustin. Tu le freines aussi, m'a dit Dustin lors d'une de nos dernières conversations avant qu'il ne déménage à Denver pour travailler pour l'entreprise de Brianna. Toute cette culpabilité envers les valeurs familiales et la simplicité. C'est toxique, papa. Je ne peux plus supporter cette négativité. Après cela, je me suis assise seule dans ma maison vide, entourée de boîtes remplies de souvenirs d'une vie qui ne signifiait apparemment rien pour ceux que j'aimais le plus. 15 ans plus tard, la lumière de l'après-midi déclinait devant la fenêtre de mon appartement. Mon café avait refroidi. Les tessons de céramique jonchaient encore le sol. Quelque part à l'autre bout de la ville, les préparatifs des funérailles étaient en cours pour celle qui m'avait promis l'éternité. Et j'ignorais pourquoi elle avait retenu mon nom dans son testament. Les 3 jours entre l'appel de Janet Morrison et les funérailles s'étaient écoulés dans un étrange état de suspension. J'avais nettoyé mon appartement 2 fois, repassé mon unique beau costume et répété des conversations qui n'auraient jamais lieu. Chaque matin, j'avais envisagé de ne pas y aller, mais chaque soir, je me retrouvais toujours déterminé à lui rendre hommage, quel qu'en soit le prix. Vendredi matin, gris et froid arrivèrent, un temps typique du mois de mai dans le Wyoming. Debout devant le miroir de ma salle de bain, j'ajustais une cravate que je n'avais pas portée depuis 5 ans, me demandant ce que Brianna penserait de l'homme que j'étais devenu. Le reflet me montrait quelqu'un de plus âgé que je ne le ressentais intérieurement. Des cheveux argentés là où Brown l'était, des lignes traçant la géographie de déception silencieuse. Le trajet jusqu'à la chapelle commémorative Riverside dura 20 minutes, à travers des quartiers qui racontaient l'histoire de la fracture économique de Rock Springs. Mon modeste immeuble a cédé la place à des lotissements de classe moyenne, puis aux pelouses impeccables et aux façades en pierre où vivait le cercle de Brianna. La chapelle se dressait sur une colline surplombant la ville, son architecture gothique suggérant la permanence et la prospérité. Des voitures bordaient l'allée circulaire, des berlines Mercedes, des SUV BMW, quelques Tesla qui coûtaient probablement plus cher que ce que j'avais gagné durant ma meilleure année. J'ai garé ma Honda de 15 ans entre une Lexus et une Cadillac, me sentant comme un intrus dans la fête de quelqu'un d'autre. L'intérieur de la chapelle murmurait l'argent. Bancs en acajou, vitraux, fleurs disposées avec une précision artistique. Au moins 200 personnes remplissaient l'espace, leur conversation créant un murmure de deuil respectueux mêlé de réseautage professionnel. J'ai reconnu quelques visages des dîners d'affaires auxquels Brianna m'avait entraîné pendant nos années de mariage, mais la plupart étaient des inconnus de la vie qu'elle avait construite après moi. Je me suis glissé sur un banc du fond, espérant rester invisible jusqu'à la fin de l'office, mais des murmures ont suivi mon arrivée comme des ondulations dans une eau calme. Une femme en tailleur noir de luxe a donné un coup de coude à sa compagne, pointant discrètement dans ma direction. J'ai capté des bribes de conversation. Son ex-mari. Tu crois qu'il était comme ça après ce qu'il lui avait fait subir? Les histoires avaient pris vie au fil des ans. Apparemment, dans cette version, j'étais le méchant qui avait freiné une femme brillante, l'encre qui avait failli noyer ses ambitions. J'avais appris depuis longtemps à ne pas lutter contre les récits qui servaient le besoin d'explications simples des autres. Papa. La voix trancha le murmure de la chapelle comme une lame. Je levai les yeux et vis Dustin descendre l'allée, le visage imprégné d'incrédulité et d'une colère à peine contenue. À 37 ans, il avait hérité des traits anguleux et de la prestance imposante de Brianna, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Le succès irradiait de lui comme la chaleur du trottoir, une montre de luxe, une coupe de cheveux parfaite, la posture assurée de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. « Que fais-tu ici » Sa voix résonna dans la chapelle, faisant tourner les têtes et réduisant au silence les conversations. Je me levai lentement, croisant son regard. Je venais lui rendre hommage. Tu as perdu le droit de faire ça il y a 15 ans. Il s'est rapproché, suffisamment près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de sophistiqué et d'agressif. Elle ne voudrait pas de toi ici. Peut-être pas, mais j'avais besoin d'être là. Pourquoi? Pour apaiser ta conscience? Pour jouer les veuves endeuillées auprès de ceux qui savent exactement quel genre de mari tu étais. La chapelle était plongée dans un silence total, 200 paires d'yeux braqués sur notre confrontation, tels des spectateurs à un événement sportif. Je ressentais le poids familier du jugement,
la même pression qui m'avait étouffé pendant les dernières années de notre mariage. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, je n'avais plus rien à perdre. Je ne suis pas là pour causer des ennuis, Dustin. Je vais m'asseoir au fond. Je ne parlerai à personne. À la fin de la cérémonie, je partirai. Tu vas partir maintenant. Sa voix monta encore d'un ton, suscitant des murmures d'approbation dans la foule. Tu l'as suffisamment embarrassé de son vivant. N'aggrave pas la situation en faisant semblant de pleurer sa mort. Je restai debout, soutenant son regard. Autour de nous, la chapelle bourdonnait d'impatience. Quelqu'un toussa. Un téléphone portable vibra contre le bois. Avant que je puisse répondre, Dustin se tourna vers les personnes en deuil, sa voix portant l'autorité éprouvée de quelqu'un habitué à commander. Je vous prie de m'excuser pour ce dérangement pendant ce qui devrait être un moment de recueillement. Il fit un geste dans ma direction avec le rejet désinvolte de quelqu'un qui chasse une mouche. Mon père semble avoir oublié qu'un divorce signifie qu'on ne fait plus partie de la famille. Quelques personnes acquiescèrent. Quelqu'un murmura son accord. Je sentis le feu me monter aux joues, mais je m'efforçai de garder mon calme. Pour ceux qui l'ignorent, Dustin continuait de s'intéresser à son sujet. Voici Jerry Flore, l'homme qui a passé 22 ans à freiner l'une des femmes les plus brillantes que cette ville ait jamais produite. Pendant que ma mère bâtissait un empire employant des centaines de personnes, il se contentait de pointer et de se plaindre de ses ambitions. Dustin, ça suffit. Les mots étaient plus durs que je ne l'aurais voulu. Est-ce parce que je pense que ces gens méritent de comprendre pourquoi vous êtes vraiment là? Il se tourna vers la foule, tel un procureur s'adressant à un jury. Il a pris la moitié de ses biens lors du divorce, sans avoir contribué en rien à sa réussite. Puis, il a passé 15 ans à se faire passer pour la victime, tandis qu'elle bâtissait quelque chose de magnifique. La foule était désormais pleinement captivée, quelques têtes acquiesçant. J'ai vu des visages que je reconnaissais, d'anciens voisins, des gens que j'avais considérés comme des amis pendant le mariage. Aucun d'eux n'a croisé mon regard. Elle l'a soutenu pendant des années, alors qu'il refusait d'évoluer, de prendre des risques, d'être le partenaire qu'elle méritait. Et maintenant qu'elle est partie, il réapparaît, s'attendant à de la compassion, s'attendant à être traité comme s'il comptait dans sa vie. Chaque mot lui apportait un coup dur, non pas parce qu'ils étaient totalement faux, mais parce qu'il réduisait 22 ans de mariage à une simple histoire d'échecs et de reproches. J'ai pensé à me défendre, à expliquer la complexité de ce que nous avions partagé, l'amour qui avait coexisté avec cette incompatibilité grandissante. Mais à quoi bon? Ces personnes avaient choisi leur récit depuis longtemps. Ma mère est morte en construisant quelque chose qui nous survivra à tous, conclut Dustin, la voix haute et convaincue. Elle méritait un mari qui l'aurait aidé à atteindre ses sommets, pas un qui aurait essayé de la rabaisser à son niveau. Le silence retomba dans la chapelle. Je restai là, complètement exposé, sentant le poids de 200 marches empreintes de jugement. Une partie de moi voulait sortir, m'épargner une humiliation prolongée, mais une autre partie, celle qui avait aimé Brianna Chen plus que tout au monde, refusait de se laisser éloigner de son dernier adieu. « Tu as fini ?» demandai-je doucement. Les yeux de Dustin brillèrent de surprise. Il s'attendait à ce que je m'effondre, que je m'éclipse de honte. Quand je suis resté debout, sa confiance a vacillé l'espace d'un instant. « J'ai aimé ta mère pendant 40 ans, dis-je, ma voix résonnant clairement dans le silence de la chapelle. 22 ans en tant que mari, 18 autres en tant que personne qui lui souhaitait le meilleur, malgré tout ce qui s'était mal passé entre nous. Je ne suis pas ici pour faire des déclarations ni exiger de reconnaissance. Je suis ici parce qu'autrefois, nous nous sommes fait des promesses importantes, et je choisis d'honorer ce souvenir. Je me rassis, les mains jointes sur mes genoux. Le silence s'éternisa, inconfortable. Dustin se figea dans l'allée, apparemment peu préparé à une résistance à son procès public. La cérémonie commencera dans 5 minutes, annonça quelqu'un depuis le fond de la chapelle. Probablement le directeur des pompes funèbres, essayant de rétablir l'ordre dans son événement soigneusement orchestré. Dustin me lança un dernier regard méprisant avant de se diriger vers le premier banc, réservé à la famille. Alors que les conversations reprenaient peu à peu, j'entendis des bribes de ragots. Quel culot pour certains. Pauvre Dustin de devoir gérer ça. Il aurait dû rester à la maison. Mais je suis resté jusqu'à l'éloge funèbre qui a dépeint Brianna comme une visionnaire ayant surmonté les obstacles pour atteindre la grandeur. J'ai assisté aux lectures de ses associés qui ont parlé de son leadership et de son innovation, et aux sélections musicales qui ont mis l'accent sur le triomphe face à l'adversité. À la fin, les gens défilaient pour présenter leurs condoléances à Dustin tout en m'ignorant ostensiblement. J'ai attendu que la chapelle soit presque vide avant de me lever et de partir. Monsieur Flore. Un homme en costume coûteux s'est approché, d'âge moyen, professionnel, une serviette en cuir à la main. Dan Morrison, de Morrison Welch & Associates. Pourrais-je dire un mot? Alors que le dernier hymne s'estompait et que le directeur des pompes funèbres s'avançait pour conclure,
J'ai senti le poids familier de l'épuisement s'abattre sur moi comme un lourd manteau. L'épreuve était presque terminée. Dans quelques minutes, je pourrais me faufiler par la porte latérale, rentrer chez moi dans mon appartement tranquille et essayer d'oublier toute cette expérience humiliante. Autour de moi, les gens rassemblaient leurs affaires, leurs sacs à main, leurs programmes, avec cette agitation subtile qui signale la fin officielle d'un événement. Dustin se tenait au premier rang, acceptant les condoléances avec la grâce experte de quelqu'un habitué à être au centre de l'attention. Quelques regards se tournèrent vers moi, mais la plupart m'avaient déjà écarté, me jugeant sans importance pour la journée. J'étais en train de prendre ma veste lorsqu'une voix m'arrêta. « Monsieur Flore ». Dan Morrison s'approcha d'un pas mesuré, son costume coûteux impeccable malgré la longue cérémonie. De près, il paraissait plus jeune que je ne l'aurais cru, peut-être la cinquantaine, avec son regard perçant derrière ses lunettes à monture métallique, et cette assurance que lui donnaient des années passées à gérer les affaires de clients fortunés. « Je suis désolé pour votre perte », dit-il en lui tendant la main. Dan Morrison, Welsh Associates. Nous avons discuté brièvement après la cérémonie. Merci. Je lui ai serré la main, remarquant sa prise ferme et son regard direct. La cérémonie était très agréable. Brianna l'aurait vraiment appréciée. Elle a été très précise sur ses dernières dispositions. Il marqua une pause, balayant du regard la chapelle qui se vidait. Je me demandais si je pouvais vous dire un mot, à vous et à Dustin. Nous devons discuter de certaines questions concernant la succession de Madame Flore. Avant que je puisse répondre, Dustin apparut à mon épaule, son expression passant du chagrin éprouvé à l'intérêt vif. Dan, enfin, je me demandais quand nous allions régler les détails. Bien sûr, Dustin. Ces questions demandent une attention particulière. La voix de Dan avait le ton mesuré de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles importantes. J'aimerais que vous veniez tous les deux à mon bureau pour la lecture du testament de votre mère. Tous les deux? Dustin haussa les sourcils. Est-ce nécessaire? Enfin, il ne l'est pas. Il fit un geste vague dans ma direction. Votre père est nommément nommé dans le testament, Dustin. Sa présence est requise par la loi. J'ai ressenti une pointe de surprise. Cela semblait improbable compte tenu de tout ce qui s'était passé entre Brianna et moi. Plus probablement une formalité mineure, peut-être l'annulation d'une vieille dette ou la confirmation que je n'avais aucun droit sur sa succession. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, ai-je dit doucement. Je suis sûr que ce n'est qu'une formalité. Vous n'avez pas besoin de moi? Le regard de Dan a croisé le mien. J'en ai bien peur, monsieur Flore. Madame Flore a été très précise quant à la présence de qui devait assister à la lecture, mais vous et Dustin devez être présents. Quelque chose dans son ton suggérait que ce n'était pas négociable. Dustin parut agacé, mais haussa les épaules avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui savait qu'il n'avait rien à craindre. Bon, finissons-en. Il se tourna vers moi avec une impatience à peine dissimulée. Essayez de ne pas rendre les choses plus difficiles que nécessaire. Le chemin jusqu'au bureau de Dan nous a fait traverser 3 pâtés de maisons du centre-ville de Rock Springs, passant devant des bâtiments qui avaient vu la ville prospérer et décliner au gré du secteur énergétique. Dan entretenait des conversations banales et professionnelles, commentant la météo, l'affluence à la cérémonie, des observations soigneusement neutres qui ne révélaient rien de ce qui nous attendait. Son bureau occupait le dernier étage d'une maison victorienne restaurée, tout en bois sombre et en livres reliés en cuir témoignant d'une réussite établie. Certificats et diplômes étaient alignés au mur, entrecoupés de photos de Dan en compagnie de divers dignitaires locaux et chefs d'entreprise. C'était exactement le genre d'endroit que Brianna aurait choisi, prestigieux sans ostentation, prospère mais respectueux des traditions. Veuillez vous asseoir. Dan désigna d'un geste 2 fauteuils en cuir placés devant son bureau en acajou. Dustin s'empara du fauteuil le plus proche de Dan, me laissant celui légèrement à l'écart, ce qui me semblait approprié compte tenu de mon statut marginal dans ces débats. Dan s'installa derrière son bureau et ouvrit un épais dossier, en extrayant plusieurs documents juridiques avec la précision minutieuse de quelqu'un qui avait accompli ce rituel d'innombrables fois. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant des nuages de poussière qui dansaient tels de minuscules esprits dans la pièce soudain silencieuse. Avant de commencer, dit Dan en ajustant ses lunettes, je tiens à vous exprimer à nouveau mes condoléances. Brianna était non seulement une cliente précieuse, mais aussi une amie que je considérais comme une amie. Sa perte est profondément ressentie par tous ceux qui la connaissaient. Dustin hocha la tête solennellement. Je restai silencieux, incertain de la réaction attendue de quelqu'un dont la relation avec la défunte était si compliquée. Dan souleva le document du dessus, plusieurs pages reliées par un dos bleu, et s'éclaircit la gorge. Ceci est le testament de Brianna Elizabeth Flore, établi le 15 mars 2024 et dûment attesté conformément à la loi de l'État du Wyoming. Ce testament remplace tous les testaments et cautions antérieurs datant d'il y a seulement 14 mois. Je me demandais ce qui avait poussé Brianna à mettre à jour son testament si récemment.
Était-elle malade? Avait-elle eu un événement qui l'avait amenée à envisager la mortalité? Le testament confirme que Madame Flore était saine d'esprit et avait la mémoire disponible au moment de la rédaction de ces documents, et qu'elle n'était soumise à aucune influence ou contrainte indue. La voix de Dan avait le rythme formel d'une procédure judiciaire, chaque mot étant soigneusement prononcé. Dustin se pencha légèrement en avant, les mains jointes. Je pouvais lire l'impatience dans sa posture, celle d'un homme se préparant à réclamer son héritage. Pour enfin entrer pleinement dans l'empire que sa mère avait bâti. Dan tourna la page suivante du testament, ses lunettes de lecture reflétant la lumière de l'après-midi, tandis qu'il poursuivait d'un ton posé et professionnel. Par la présente, je fais les legs et les dispositions spécifiques suivants, l'utile d'une voix ferme et claire. À mon fils bien-aimé, Dustin Michael Flore, je lègue la maison familiale du 847 Hillrest Avenue, ainsi que tous les meubles, œuvres d'art et biens personnels qu'elle contenait. Dustin sourit, une expression satisfaite se lisant sur son visage. La maison Hillrest valait au moins 800 000 $, une propriété imposante avec vue sur les montagnes et suffisamment d'espace pour recevoir convenablement mes associés. De plus, poursuivit Dan, j'ai légué à Dustin la somme de 500 000 $ à transférer de mon compte de placement principal dans les 60 jours suivant l'homologation. 500 000 $ plus la maison. J'observais attentivement la réaction de Dustin, notant les légers vacillements de son sourire. Il était ravi, certes, mais je le voyais calculer mentalement. Un demi-million, c'était une somme importante, mais l'empire commercial de Brianna valait bien plus. Où était le reste? Où était l'entreprise? C'est merveilleux, bien sûr. Dit Dustin, la voix chargée d'une pointe d'incertitude qu'il essayait de masquer. Mais qu'en était-il des intérêts commerciaux de maman? L'entreprise? Dan posa la première page et souleva la seconde, son expression demeurant professionnellement neutre. Je continue avec les legs spécifiques, Dustin. Permettez-moi de terminer la lecture des sections concernées. Je me suis déplacé sur ma chaise, me sentant de plus en plus comme un intrus assistant à un moment familial privé. 500 000 $, c'était plus d'argent que je n'en avais vu en plusieurs vies. Avec la maison, Dustin recevait un héritage qui lui assurerait une vie confortable pour des années. Cela semblait approprié, naturel même. Il était le fils de Brianna, son successeur choisi, la personne qu'elle avait préparée à comprendre son monde. Le legs à Dustin, poursuivit Dan, est assorti des conditions suivantes. L'héritage est conditionné à son maintien chez Flore Consulting Solutions pendant au moins 2 ans après la date de signature du présent testament, ou jusqu'à la vente ou la dissolution de l'entreprise. Dustin semblait alors sincèrement perplexe. Conditions? Quelles conditions? Et que voulez-vous dire par « jusqu'à la vente de l'entreprise » ? Qui la vendrait? Je lis le testament tel qu'il est rédigé, Dustin. Ce sont les mots de ta mère, pas les miens. Une attention que je n'avais pas remarquée auparavant commença à s'insinuer dans la pièce. La posture assurée de Dustin changea légèrement, ses mains se desserrèrent et se calèrent sur ses genoux. Je me surpris à me pencher en avant malgré mon intention de rester à l'écart de ces débats. Fais-moi bien comprendre, dit Dustin, sa voix prenant une intonation que je reconnaissais depuis notre confrontation à la chapelle. J'obtiens la maison et 500 000 $, mais il y a des conditions. Et tu parles de la vente de l'entreprise? C'est insensé. Maman ne vendrait jamais l'entreprise. C'était l'œuvre de sa vie. Dan retira ses lunettes et les nettoya soigneusement, un geste qui semblait destiné à laisser à chacun le temps d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Lorsqu'il les remit, son regard oscilla entre Dustin et moi, avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer. Le testament de ta mère contient des dispositions supplémentaires concernant la disposition de ses biens restants, dit-il doucement. L'entreprise, son portefeuille d'investissement et plusieurs autres avoirs importants. Eh bien, écoutons-les, demanda Dustin, visiblement à bout de patience. Quelles sont ces autres dispositions? J'observais cet échange avec un malaise grandissant. Quelque chose dans l'attitude de Dan suggérait que nous approchions d'un terrain inconnu. Sa façon méticuleuse d'analyser ses mots, son ton légèrement contrit, me rappelait la façon dont les médecins s'exprimaient lorsqu'ils avaient des nouvelles difficiles à annoncer. Avant de poursuivre, dit Dan en se rasseyant sur sa chaise, je tiens à souligner que ces documents représentent les dernières volontés réfléchies de Madame Flore. Ils ont été préparés après de longues discussions et consultations, et elle était catégorique sur leur contenu. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du tic-tac d'une horloge ancienne sur l'étagère de Dan. Dustin fixait l'avocat avec une inquiétude croissante, tandis que je me demandais pourquoi Brianna avait insisté pour que je sois présente pour ce qui semblait être une affaire familiale simple. Dan souleva la 3e page du testament, parcourant brièvement le texte des yeux avant de nous regarder tous les deux. Cependant, dit-il d'une voix si pesante que mon estomac se serra, il existe des dispositions supplémentaires qui modifient fondamentalement la répartition de la succession de Madame Flore.
Dan leva ses lunettes de lecture et me regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis notre entrée dans son bureau. Quelque chose dans son expression me serra l'estomac, un mélange de sympathie et d'obligation professionnelle qui suggérait que j'étais sur le point d'entendre quelque chose auquel je n'étais pas préparé. Cependant, poursuivit-il, la voix plus lourde, le testament contient des dispositions pour la disposition des biens restants de Madame Flore, qui constituent la majeure partie de sa succession. Dustin se pencha encore davantage, les mains agrippées aux accoudoirs de son fauteuil. Enfin, parlons de l'entreprise et du reste de ses investissements. Dan reporta son attention sur le document, s'éclaircissant la gorge avec la pose délibérée de quelqu'un sur le point d'annoncer une nouvelle qui changerait sa vie. À mon ex-mari, Jerry Michael Flore, lut-il, ces mots tombant dans le bureau silencieux comme des pierres dans une eau calme. Je lègue la somme de 33,5 millions de dollars à transférer de mes principaux comptes de placement et de mon portefeuille de valeurs mobilières. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'une explosion. J'ai senti ma bouche s'ouvrir. Une réaction physique que je ne pouvais contrôler. 33,5 millions de dollars. Le chiffre était si élevé qu'il semblait irréel. Cela ne semblait pas s'appliquer à quelqu'un comme moi, assis dans un cabinet d'avocat à Rock Springs, dans le Wyoming. Il doit y avoir une erreur, parvins-je à dire, ma voix. Ça sonnait étrange et distant. Vous avez dit 33 millions? 33,5 millions? Oui. Le ton de Dan est resté professionnellement neutre, mais j'ai perçu quelque chose dans son regard. Pas de surprise, mais l'observation attentive de quelqu'un qui observe le chaos qui se prépare. Le visage de Dustin était devenu complètement blanc, puis rouge, comme si son sang ne savait plus où donner de la tête. Que venez-vous de dire? Dan a continué sa lecture, apparemment déterminé à me livrer la bombe. J'ai été transféré chez Jerry Flore, avec une participation majoritaire dans Flore Consulting Solutions, y compris toutes les filiales, les biens immobiliers et les actifs commerciaux. Ce transfert comprend 65% de la propriété de toutes les entités de l'entreprise, et une nomination au poste de président du conseil d'administration. J'avais le souffle coupé. La pièce a semblé basculer, comme si les lois de la physique avaient soudainement changé d'avis sur la façon dont le monde devrait fonctionner. Une participation majoritaire dans l'entreprise de Brianna, l'empire que je l'avais vu bâtir à partir de rien, l'entreprise qui avait fini par consumer notre mariage, la source de richesse qui m'avait fait me sentir si incompétent. Elle me donnait tout. C'est impossible. Mon sa-voix était à peine chuchotée. Il doit y avoir une erreur dans les documents. Je vous assure, monsieur Flore, qu'il n'y en a pas. Dan retira ses lunettes et les nettoya avec une précision méthodique. Ces documents avaient été préparés sous la supervision directe de Madame Flore. Elle relut chaque mot plusieurs fois et confirma que c'était bien ses souhaits. Dustin se leva si brusquement que sa chaise roula en arrière et heurta le mur. C'est impossible. Elle ne le ferait pas. Elle ne pouvait pas. Il se tourna vers moi avec une expression d'incrédulité mêlée de quelque chose de plus sombre. Qu'avez-vous fait? Comment l'avez-vous manipulé? Je n'ai rien fait, dis-je faiblement, essayant encore de comprendre l'impossibilité de ce que je venais d'entendre. Je n'ai pas parlé à votre mère depuis 15 ans. La parole jaillit de Dustin comme un coup de feu. On ne donne pas 33 millions de dollars à son ex-mari sans raison. Vous avez dû l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez convaincue alors qu'elle était malade, qu'elle n'avait pas les idées claires. La voix de Dan me frappa. L'hystérie croissante de Dustin face à l'autorité professionnelle. Je peux vous assurer que Madame Flore était parfaitement saine d'esprit lorsqu'elle a signé ces documents. Elle a subi une évaluation approfondie de ses capacités mentales, notamment pour éviter toute contestation future de la validité du testament. Je suis resté figé sur ma chaise, observant cette scène se dérouler comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre. Les chiffres que Dan avait lus, 33,5 millions de dollars, une participation majoritaire dans une entreprise multimillionnaire, appartenaient à un tout autre univers que celui où je m'inquiétais des factures d'épicerie et des réparations automobiles. Mais pourquoi? Ai-je demandé, cette question surgissant d'un profond sentiment de confusion et d'incrédulité. Pourquoi ferait-elle cela? Dan a rassemblé les documents du testament en une pile ordonnée, ses gestes étant prudents et réfléchis. Madame Flore a laissé des instructions précises concernant cette question. Monsieur Flore, elle m'a demandé de vous transmettre un message personnel après avoir lu ses dispositions. Le visage de Dustin était crispé par la rage et la trahison. Un message personnel? Elle lui a laissé un message personnel, mais m'a exclu de tout ce qui comptait. Vous avez reçu un héritage substantiel, Dustin? A répondu Dan calmement. 500 000 dollars dans une propriété de valeur représente une richesse inimaginable. Comparé à ce qu'il reçoit, Dustin me désigna d'un doigt tremblant. On parle de centaines de millions d'actifs. L'entreprise à elle seule vaut plus que tout le reste réuni. La tension était si intense dans la pièce que j'en avais le goût. Au fond de moi, je réalisais que ma vie entière venait de changer d'une manière que je n'arrivais pas à comprendre.
Mais je ne pouvais me concentrer que sur l'impossible réalité. Brianna, cette Brianna têtue et ambitieuse, qui en était venue à détester tout ce que je représentais, avait décidé de me donner tout ce qu'elle avait construit. C'est là que Dustin perdit complètement le contrôle. C'est une fraude, hurla-t-il, la voix brisée par la rage. Une fraude criminelle. Elle a été manipulée, contrainte, mentalement compromise. Il se tourna vers moi, le visage déformé par la fureur et l'incrédulité. Tu lui as fait quelque chose. Il n'y a pas d'autre explication. Je me suis recroquevillé sur ma chaise, bouleversé par la violence de sa réaction. Dustin, je te jure, je n'ai eu aucun contact avec ta mère. Je ne savais même pas qu'elle était malade. Menteur. Il a frappé le bureau de Dan de sa paume, faisant voler les papiers en éclats. Personne ne donne tout ce qu'il a construit à quelqu'un qui a abandonné sa famille. Quelqu'un qui n'a même pas pris la peine de l'appeler alors qu'elle était mourante. Elle n'a abandonné personne, ai-je dit doucement, trouvant un peu de force. Notre mariage est terminé, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ça. La voix de Dustin s'éleva jusqu'à devenir presque un cri. Tu nous as quittés. Tu as accepté ton arrangement minable et disparu dans ta petite vie minable pendant qu'elle bâtissait un empire. Et maintenant, tu veux me faire croire qu'elle a simplement décidé de tout te remettre entre les mains. La voix de Dan trahit le chaos avec une autorité professionnelle. Monsieur Flore, Dustin, je comprends que c'est une nouvelle difficile, mais je dois insister pour que tu te contrôles. Ce sont les volontés claires de ta mère, exécutées en toute légalité. Dustin se tourna vers l'avocat, le regard étincelant. Je veux que chaque document soit examiné. Je veux des évaluations psychiatriques. Je veux connaître tous les contacts que cet homme a eus avec ma mère au cours des 5 dernières années. Il n'y a eu aucun contact, répondit calmement Dan. Madame Flore l'a clairement exprimé en expliquant sa décision. Elle a expliqué sa décision. Le rire de Dustin était amer et sec. Elle a donc expliqué pourquoi elle avait décidé de trahir son fils unique et de tout donner à l'homme qui a ruiné son premier mariage. Elle a laissé un message personnel à ton père. Oui. Le mot « père » a semblé frapper Dustin comme un coup physique. L'espace d'un instant, son la rage vacilla, et quelque chose d'autre transparut, une douleur si profonde qu'elle me serrait la poitrine. Puis la fureur revint, redoublée d'intensité. Ce n'est pas mon père, grogna Dustin. Mon père aurait été là quand elle avait besoin de lui. Mon père aurait soutenu ses rêves au lieu de la rabaisser. Il se tourna vers moi, le visage déformé par des années de ressentiment. Tu n'es rien d'autre qu'un homme raté qui n'a pas supporté d'être marié à quelqu'un de meilleur que toi. Chaque mot résonnait comme un coup de couteau, non pas parce qu'ils étaient totalement faux, mais parce qu'ils contenaient suffisamment de vérité pour faire couler le sang. Je m'étais senti incompétent durant ces dernières années. J'avais peiné face au succès de Brianna. C'était moi qui n'arrivais pas à m'adapter au monde qu'elle créait. Tu as peut-être raison, dis-je doucement. Peut-être n'étais-je pas le mari qu'elle méritait, mais je n'avais jamais demandé ça. Je ne m'attendais pas à ça. S'attendait-elle? La voix de Dustin monta d'une octave. Tu as orchestré tout ça. D'une manière ou d'une autre, tu as réussi à l'atteindre quand elle était vulnérable, quand elle était malade ou effrayée, ou c'est tout, interrompit Dan, sa patience professionnelle finissant par montrer ses limites. Madame Flore n'était ni malade ni vulnérable lorsqu'elle prenait ses décisions. Elle était, en fait, plus déterminée et lucide que je ne l'avais jamais vue. Alors pourquoi, demanda Dustin, la voix légèrement brisée. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? J'étais tout ce qu'elle voulait que je sois. Je travaillais pour son entreprise. J'ai vécu la vie qu'elle avait prévue pour moi. Je suis devenu le fils dont elle pouvait être fière. La douleur dans sa voix me coupa le choc. Malgré tout, les années d'hostilité, l'humiliation publique, les accusations acerbes, je l'ai vu clairement l'espace d'un instant, un homme qui avait passé toute sa vie adulte à essayer de gagner l'approbation de sa mère, pour finalement découvrir qu'elle avait donné sa validation ultime à quelqu'un d'autre. Elle a laissé un message expliquant son raisonnement, dit doucement Dan. Voulez-vous que je le lise? Les mains de Dustin tremblaient à présent, tout son corps vibrait de rage et de chagrin réprimé. Un message. Elle ne pouvait pas me l'expliquer en face, mais elle lui a laissé un message. Ce message s'adresse à vous deux, en fait. Il était censé être partagé après la lecture du testament. J'ai retrouvé ma voix, même si elle était rauque et incertaine. Peut-être devrions-nous entendre ce qu'elle avait à dire. Les yeux de Dustin se posèrent sur les miens avec une haine pure. Tu n'as aucun droit de décision ici. Tu n'as aucun droit à tout cela. Mais tandis qu'il parlait, je pouvais lire le besoin désespéré dans son expression, le besoin de comprendre pourquoi sa mère avait choisi de briser tout ce qu'il croyait sur sa place dans son monde. Dan tendait déjà la main vers une autre enveloppe, sur laquelle était écrit un message personnel de l'écriture familière de Brianna. Dan leva la main, imposant le silence avec l'autorité de quelqu'un habitué à contrôler les salles d'audience émotionnelles. Ça suffit, tous les deux. Sa voix transperça la tension comme une lame.
Avant que ça n'aille plus loin, j'ai quelque chose qui va tout expliquer. Il ouvrit l'enveloppe en papier craft portant l'écriture caractéristique de Brianna et en sortit plusieurs pages de papier à lettres couleur crème. Brianna savait que ce serait difficile. Elle me demanda de lire ce message personnel après l'annonce du testament. Dustin se laissa retomber sur sa chaise, sa rage momentanément remplacée par une curiosité désespérée. Je restai figé, effrayé à l'idée de comprendre, mais cherchant désespérément une explication qui pourrait donner un sens à cette situation impossible. Dan s'éclaircit la gorge et commença à lire les mots de Brianna. « Mon cher Jerry, si tu entends cela, c'est que je suis parti, et tu es probablement assis dans le bureau de Dan, à te demander si le monde entier a perdu la tête. J'imagine ton visage, cette expression que tu avais quand je réorganisais les meubles du salon sans prévenir. Perplexe, mais essayant d'être poli. Malgré tout, je sentis mes lèvres s'étirer en un sourire narquois. Elle avait parfaitement saisi cette expression, et d'une certaine manière, entendre sa voix à travers la lecture de Dan lui donnait l'impression d'être présente dans la pièce. Je sais que cet héritage est un choc. Je sais que tu penses probablement avoir commis une terrible erreur, que tu ne mérites ni cet argent ni cette responsabilité, mais Jerry, tu as tort. Tu mérites chaque centime, et je vais te dire pourquoi. Dan marqua une pause, levant les yeux vers nous deux avant de poursuivre. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ni pendant nos pires disputes. Ni pendant la procédure de divorce. Ni pendant ces 15 années de silence obstiné. J'étais en colère contre toi de ne pas avoir compris mes ambitions. Mais j'étais encore plus en colère contre moi-même d'avoir privilégié ces ambitions à notre mariage. Tu as essayé de nous sauver, Jerry. Tu m'as supplié de trouver l'équilibre, de me souvenir de l'essentiel. J'étais trop fier et trop effrayé pour écouter. Ces mots me frappèrent comme des coups. J'ai senti des larmes monter, brûlantes et inattendues, tandis que des décennies de culpabilité et de regret se cristallisaient en cet instant d'absolution impossible. Dustin, continuait le message, et j'ai vu la tête de mon fils se redresser brusquement en entendant son nom. Mon beau et brillant garçon. Je sais que tu es furieux en ce moment. Probablement convaincu que ton père m'a manipulé. Mais mon chéri, tu n'es pas prêt pour cet héritage. Pas encore. Le visage de Dustin devint blanc, puis rouge, passant d'une émotion à une autre trop rapide pour être comprise. Tu as vécu toute ta vie d'adulte dans l'ombre de ma réussite, acceptant les avantages sans en comprendre les responsabilités. Tu n'as jamais eu à construire quelque chose à partir de rien, jamais eu à faire les choix difficiles qu'exige la richesse. Plus important encore, tu as passé 15 ans à haïr un homme bon pour des crimes qu'il n'a jamais commis. Ce n'est pas vrai, murmura Dustin, mais sa voix manquait de conviction. Dan continua sa lecture. Jerry m'a appris le caractère, l'intégrité, la force qui n'a pas besoin de se prouver par la cruauté ou le jugement. J'avais oublié ces leçons en choisissant l'argent plutôt que le mariage, les affaires plutôt que l'amour. Mais je n'avais jamais oublié l'homme qui me les avait enseignées. Je pleurais ouvertement, sans me soucier de l'apparence. Les mots de Brianna reconstruisaient quelque chose en moi que je croyais définitivement brisé. Le sentiment d'avoir de la valeur, que ma vie tranquille, digne et dévouée, avait un sens. Dustin, tu as reçu suffisamment pour vivre confortablement et explorer qui tu pourrais devenir sans le poids d'une richesse illimitée. Apprends à construire quelque chose par toi-même. Apprends à valoriser les gens plutôt que le profit. Apprends à pardonner à ton père le crime d'être humain et imparfait. Dustin émit un cri comme un animal blessé, mais de rage ou de douleur, je n'aurais su dire. Jerry, tu hérites de plus que de l'argent. Tu hérites de la chance de faire ce que j'aurais dû faire, d'utiliser la richesse comme un outil pour le bien plutôt que comme une arme pour prouver ma supériorité. Je te fais confiance parce que tu n'as jamais voulu cela, parce que tu ne l'utiliseras jamais pour blesser les gens comme je l'ai parfois fait. Le message se poursuivait sur plusieurs paragraphes, décrivant les modalités pratiques et exprimant nos espoirs pour notre avenir à tous les deux. Mais le message principal était clair. Brianna avait choisi l'amour plutôt que le droit, le caractère plutôt que les attentes, la sagesse plutôt que la richesse. Lorsque Dan eut fini de lire, un profond silence s'abattit sur le bureau. J'étais assise, les larmes aux yeux, bouleversé par le cadeau de savoir que Brianna m'avait aimé jusqu'au bout. Dustin fixait le sol, toute sa vision du monde s'effondrant autour de lui. Finalement, Dan plia soigneusement la lettre et la remit dans son enveloppe. Elle me demandait de te la remettre, Jerry. L'original est à toi. J'attrapai la lettre, les mains tremblantes, tenant la dernière conversation que j'aurais avec la femme qui avait façonné ma vie de manière à la fois belle et douloureuse. Le poids des mots de Brianna retomba sur le bureau comme la poussière après une explosion. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous ne parla. Je serrai sa lettre contre ma poitrine, ressentant la réalité physique de son ultime cadeau. Pas seulement l'argent, mais la restauration de ma valeur à ses yeux, et surtout, aux miens. Dustin fut le premier à rompre le silence. Ce n'est pas fini, dit-il doucement, mais sa voix s'était éteinte. Je peux contester cela.
Incapacité mentale, abus d'influence, fraude. Il existe des moyens de contester un testament. Je le regardais vraiment, pour la première fois depuis que nous étions entrés dans le bureau de Dan. Je vis un homme qui avait passé sa vie à espérer que le monde se plie à ses désirs, qui n'avait jamais appris que l'amour ne s'héritait ni ne s'exigeait, mais se gagnait. Tu pourrais essayer, dis-je doucement. Mais ta mère avait raison, Dustin. Tu n'es pas prêt pour cette responsabilité. Et tu le es? Son rire était amer, creux. Tu n'es personne, papa. Un ouvrier retraité d'une centrale électrique sans expérience en affaires, sans relations, sans aucune idée de ce qu'implique la gestion d'une entreprise valant des centaines de millions. L'espace d'un instant, le vieux Jerry, celui qui s'était senti incompétent pendant 22 ans, voulut lui donner raison. Mais les mots de Brianna résonnèrent dans mon esprit. Tu mérites chaque centime. Tu as peut-être raison, dis-je en me levant lentement. Peut-être que je n'y connais rien en gestion d'empire commercial, mais je sais quelque chose que ta mère valorisait plus que l'expertise en affaires. Qu'est-ce que c'est? Je connais la différence entre servir les autres et se servir soi-même. Le visage de Dustin se tordit dans un ultime éclair de rage. C'est de la folie. Elle était malade. Elle était vieille. Elle n'avait pas les idées claires. La voix de Dan coupa court à cette explosion avec une résolution professionnelle. Ta mère avait 62 ans et était en parfaite santé mentale lorsqu'elle a signé ces documents. Elle a subi une évaluation psychologique approfondie, spécialement pour prévenir le genre de problème que vous menacez. Alors pourquoi? La voix de Dustin s'est brisée comme celle d'un adolescent. Pourquoi me ferait-elle ça? J'ai ressenti une bouffée de compassion inattendue pour cet homme en colère qui, malgré tout, était toujours mon fils. Elle ne t'a pas fait ça, Dustin. Elle l'a fait pour toi. Elle t'a donné l'occasion de découvrir qui tu es, quand tu ne vis pas dans l'ombre d'une richesse illimitée. Je ne veux pas de cette chance. Ces mots ont explosé, avec la force de 15 ans de prétention et d'attente. Je veux ce qui me revient de droit. Ce qui te revient de droit, ai-je dit doucement. C'est 500 000 $ et une maison valant près d'1 million. C'est plus que ce que la plupart des gens voient en une vie. Ce que tu penses mériter ne t'appartient jamais vraiment. Dustin m'a regardé un long moment, et je l'ai vu réaliser que quelque chose de fondamental avait changé. L'homme qui l'avait humilié publiquement ce matin-là, le père qui l'avait rejeté comme un échec, ne demandait plus son approbation ni sa compréhension. Tu crois avoir gagné, dit-il en ramassant son manteau d'une main tremblante. Tu crois que ça fait de toi un héros? Non, répondis-je, et j'en sentis la vérité perçante. Je pense que ça me rend responsable. Il resta un moment à la porte du bureau, semblant plus petit qu'à son entrée. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est, dis-je doucement. C'est fini au moment où ta mère a fait son choix. La seule question maintenant est de savoir ce que tu feras de la vie qu'elle t'a donnée. Il partit sans un mot, la porte se refermant derrière lui avec un léger clic qui sembla résonner dans le silence soudain. Dan commença à ranger des papiers sur son bureau, le bruissement des documents nous ramenant à la réalité. Il y aura des formalités administratives à remplir, des comptes à transférer, des réunions du conseil d'administration à planifier. L'équipe de direction actuelle de l'entreprise est excellente. Elle peut t'aider à t'intégrer à ton nouveau rôle. J'acquiesçai, encore en train de digérer l'ampleur de ce qui venait de se passer. Dan, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. M'aimait-elle vraiment, même après tout ce qui s'était passé entre nous? Il a souri, le premier sourire sincère que je lui avais vu de la journée. Jerry, elle parlait de toi à chacune de nos rencontres. Pas du divorce, pas des problèmes, mais de l'homme qui lui avait appris que le succès sans caractère n'est qu'un échec coûteux. Je suis sorti de ce bureau différent de celui qui était entré. Le soleil de l'après-midi était plus chaud, l'air plus pur. J'avais du travail, des responsabilités à assumer, une entreprise à découvrir et à améliorer. Mais pour la première fois en 15 ans, je me sentais digne de ce défi. La justice, j'ai compris, n'était pas une question de vengeance ou de justification. C'était une question de reconnaissance. La reconnaissance que le caractère compte plus que les qualifications. Que la patience est plus forte que le droit. Et que l'amour, le véritable amour, ne meurt jamais vraiment. Brianna avait vu tout cela, et dans son dernier acte, elle m'avait donné l'occasion de lui donner raison. Si vous avez aimé cette histoire, aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.